Et voilà, nous y sommes, chers téléspectateurs, avec le point sur l'actualité. Certains se posent la question, mais pourquoi est-ce que le point sur l'actualité démarre avec une heure d'avance? Tout simplement parce qu'on le dit très souvent à édition spéciale, des invités également, des invités également très spéciaux. Et donc, pour aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'Amazone Amina Fofana, qui nous fait l'honneur d'être pas seulement au Cameroun, mais surtout dans les antennes de For You Télévision. Bonsoir Amina Fofana et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir ma sœur Linda et merci de m'avoir invitée. Je salue le public de For You Media, une grande chaîne panafricaine très très bien suivie à travers l'Afrique. Donc je suis venue hier. Donc c'est mon collègue panafricain, Monsieur Paul Ella, à son initiative et à l'initiative de l'association African Revival dans le but d'organiser une grande conférence. Voilà, donc il va donner la description des lieux et puis le prix et voilà, je lui laisse faire ça. Et grâce à lui, j'ai embrassé ma deuxième terre qui est celle du Cameroun. Donc il ne faut pas que je sorte de là comme ça avant de saluer nos autorités. Mon président de la transition, mon président du CNT. Il faudrait que je remercie tout le peuple malien qui est vraiment impliqué dans ce combat. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais saluer le digne président patriote aussi, Paul Biya, qui nous permet de nous exprimer librement pour défendre notre continent. Et je salue mon père, effectivement, qui s'appelle Ora Bobo Guillaume, qui est camerounais, qu'on a été salué aujourd'hui, Sa Majesté, donc qui sera aussi de la conférence. Avec 4 autres chefs pour venir nous soutenir, nous encourager le samedi à 10h. Voilà. Merci beaucoup Amina Fofana. Alors avant de revenir à vous, parce qu'on a quand même sélectionné quelques petites actualités du côté du Mali, c'est clair que s'il fallait qu'on commence, on ne finira pas avec tout ce qui s'est passé au Mali ces derniers jours. Avant de revenir à vous, alors Paul Ella, ça fait quoi aujourd'hui quand on sait qu'il y a eu une première édition qui s'est véritablement bien tenue, mais sauf que cette fois-ci, on a quand même l'impression que la pression, il n'y a pas la même pression que la première édition. Vous parlez des Pan-African Awards? Oui. La pression n'est pas pareille. Alors que les Pan-African Awards semblent plus à chaud que la toute première édition, parce qu'il y a même beaucoup qui n'y croyaient pas. Sauf que là, c'est une réalité. Il y a des invités qui arrivent, il y a des artistes qui confirment. C'était la chose un peu la plus difficile lors de la première édition. Absolument, vous savez que tout commence par un rêve, et c'est un sage qui a dit que rien de grand ne se fait sans un petit brin de folie. Donc il faut oser, il faut penser, il faut, là où vous voyez un mur, si vous vous arrêtez tout de suite, dans chacune des vies personnelles et dans le privé, ça se voit. Si vous arrêtez dès le premier obstacle, alors vous ne ferez rien. La peur, c'est le premier handicap et le premier obstacle pour réaliser des grandes choses. Donc effectivement, tout ce qui est grand, tout ce qui est gigantesque, tout ce qui est fédérateur d'un point de vue mondial, tel qu'un événement comme les Pan-African Awards, effectivement, ça peut faire paniquer d'emblée. Mais il se trouve que nous y avons cru, parce que je ne dirais pas parce que c'est toute une équipe derrière. Nous y avons cru. Toi-même, tu y as cru, parce que tu étais, il faut le rappeler, quand même l'impresario de la première édition. Et c'était pas évident du tout avec tout ce qu'il y avait comme engagement. Et donc, oui, cette année, la première édition, vous l'avez dit, a été un véritable succès. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Et c'est pas parce qu'on est très fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous donne la force de croire en ce que nous faisons. Et la deuxième édition, effectivement, sera encore plus grande parce que les gens y croient davantage et qu'elle va fédérer davantage en termes de nombre de personnes et personnalités, mais également en termes d'envergure. D'accord. Alors, on revient à Amina Fofana, c'est notre invitée en fait. Bien sûr, c'est elle la star. Voilà, c'est elle la star. Je ne fais que l'accompagner. Alors, Amina, je voudrais avec vous que nous évoquions, parce que je vais vous citer, et on a pris trois points. Il y a déjà la rencontre entre le colonel Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso,
Monsieur Damiba. Nous avons également la plainte que le Mali a déposée à l'ONU, qui reste ici jusqu'ici sans réponse. On se pose la question de savoir pourquoi. Et puis, l'interprétation justement de la libération des 3 soldates maliennes dans l'affaire des 40... Voilà, autant pour moi, ivoiriens, dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. On commence par la plainte du Mali déposée donc à l'ONU, une plainte qui depuis 2-3 semaines n'a pas de suite. Voilà, parce que ça pose sur la table en effet le but de l'existence de l'ONU. L'ONU existe contre tous les pays non occidentaux, y compris la Chine, y compris la Russie et leurs alliés. Donc c'est une organisation suprémaciste, raciste. C'est une organisation qui vise à maintenir, c'est un outil de l'impérialisme occidental et principalement l'impérialisme américain. Donc ça vise à détruire les Africains, en particulier puisque eux, l'Occident, ne possédant pas de ressources naturelles, donc ils nous ont pris comme leur réservoir en matière de ressources naturelles. Donc les résolutions qui sont prises à l'ONU d'habitude visent à maintenir l'Afrique dans son esclavage. Donc c'est pour ça que la France a été mandatée par les États-Unis pour devenir le gendarme de l'Afrique. La France est notre interlocuteur, notre porte-parole, sans qu'on nous le demande à l'ONU. C'est fait à dessein. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la vérité ne soit jamais dite à l'ONU. D'accord. Et la France, n'oublions pas que la France a un droit de veto à l'ONU. Donc, même si le Mali persiste, la France peut toujours mettre son droit de veto pour empêcher que cette convocation ait lieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas ce que la France peut faire. Ouais. L'essentiel, c'est comment la France est combattue avec leur propre outil de l'impérialisme. En ce sens-là, je crois qu'il faut saluer les autorités maliennes qui ont rapporté la bataille de la communication, plus les médias panafricains qui ont remporté la bataille de la communication sur la France et ses médias mensonges, sur l'Occident et ses médias mensonges. Donc, la France a violé, il y a eu 3 communiqués, a violé plusieurs fois notre espace aérien. Donc la France, quand les Maliens, le peuple malien et le peuple panafricain a chassé Barkhane à travers l'État malien, ils se sont repliés au Niger. Ils se sont repliés, bon, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. C'est pour venir tout simplement agresser le Mali, attaquer le Mali en permanence, puisque le Mali, c'est l'épicentre de l'épanouissement du peuple africain. C'est là où la libération de l'Afrique est en train de partir. Donc pour eux, le Mali ne doit jamais pouvoir se libérer, sinon il y aura plusieurs exemples sur le Mali qui ne vont pas arranger ni la France ni l'Occident, puisqu'ils nous considèrent comme une colonie. Eux, nous pensons, et je vois dans les discours, on dit la France, l'ex-colonisateur, non, l'ex-puissance coloniale. Ce n'est pas une ex-puissance coloniale, sinon elle ne serait pas en train de faire tout ce qu'elle est en train de faire là. La France est un État colonial, c'est un État négrier. La France, jusqu'à présent, vous savez très bien que la France n'a aucune ressource naturelle. La preuve, vous voyez bien que lorsque ils essayent de déstabiliser les Russes en Ukraine, ils essayent de malmener Vladimir Poutine à travers des sanctions inqualifiables qui n'existent aussi nulle part. Comme la France et les autres outils de l'impérialisme ont l'habitude de nous sanctionner à travers des instruments comme la CEDEAO ou comme l'Union africaine. Donc ils ont voulu appliquer, puisqu'ils sont habitués à ça dans le monde entier, le vagabondage, le banditisme gratuit qui n'est pas puni, puisqu'il y a des instruments ici qu'ils ont qui ne les punissent pas. Donc, quand ils ont essayé de déstabiliser la Russie, ils se sont tirés une balle en pleine tête. Nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas seulement la France qui n'a rien et qui n'est rien, c'est toute l'Europe qui n'a rien et qui n'est rien. L'ensemble de ces bandits n'ont qu'une planche à billets pour déstabiliser le monde, pour prétendre qu'ils sont une puissance. D'ailleurs, l'Europe n'est pas une puissance. L'Europe est affiliée à l'OTAN. Donc, tout ce beau monde-là
qui est en train de venir tout doucement nous rejoindre dans leur tiers-monde qu'ils ont créé. Donc tout ce beau monde-là est guidé par les États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis ont un droit de veto. Ils n'ont pourtant pas gagné la Deuxième Guerre mondiale ni la Première. Ils ont un droit de veto. La Chine a un droit de veto, la Russie a un droit de veto, la France et la Grande-Bretagne ont un droit de veto. Maintenant, s'il faille aller devant l'ONU et montrer, étaler aux yeux du monde les méfaits de la France avec les preuves, parce que le partenariat entre le Mali et la Russie est quelque chose qui blesse profondément l'Afrique parce qu'ils considèrent qu'on est leur précaré. Ce qui est une très grosse insulte aujourd'hui. Ça n'arrive pas à rentrer dans leur tête coloniale. Donc, maintenant qu'on a les preuves, puisqu'il y a longtemps, pendant combien d'années on dénonçait la France? La France monte pour larguer des armes aux terroristes. Qui a amené les terroristes d'ailleurs en Afrique? Qui? Mais c'est la France, la Grande-Bretagne et les Américains. À travers la destruction de Libye et l'assassinat de Muammar Kadhafi. Si ce monde était juste, si l'ONU était juste, est-ce qu'ils allaient tomber sur Muammar Kadhafi et le tuer comme ça? L'accuser pour un oui ou pour un non? D'ailleurs, sur le mensonge toujours. Quand ils cambriolent les pays et se prétendent démocrates pour aller installer la démocratie. Aujourd'hui, elle est où la démocratie en Libye? Elle existe où? Ils sont partis. C'est-à-dire là où ces gens se dirigent, ils ne disent jamais qu'ils viennent vous déstabiliser pour piller vos ressources naturelles et pour vous tuer, installer l'instabilité permanente. Entre-temps, pendant ce temps, ils mettent le terrorisme et ils pillent vos ressources naturelles. Donc ce sont ces gens-là qui sont descendus, les gens de Nicolas Sarkozy, les bandits armés parce que les vrais terroristes, ce sont les dirigeants occidentaux. Les bandits armés de Nicolas Sarkozy qui sont venus quand ATT était président. Donc, ils sont venus avec les armes que l'OTAN leur avait larguées, que l'OTAN leur avait fournies en Libye et leur avait promis de diviser le Mali en deux pour leur donner un territoire qui s'appelle l'Azawad. Donc, la preuve matérielle aujourd'hui, l'État malien là, et je salue l'ensemble des dirigeants maliens. L'État malien a les preuves, mais vous voyez que l'ONU fait le sourd. La France, il y a la preuve. D'ailleurs, les terroristes qui sont tués, il y a des Français dedans. Oui, tout à fait. Il y a des Français qui sont capturés, vivants, qui sont nos captifs. Donc, ils ne veulent pas qu'on expose ça parce que ça va révolter toute la communauté africaine. Et donc, ils ont peur que l'esclave échappe à son maître. Et ça, quand même, ça n'a même pas commencé. La souffrance de la France n'a même pas commencé encore. Parce que là où Bazoum l'a installé, soit on chasse Bazoum, soit Bazoum chasse la France. D'accord. Alors, vous faites bien, justement, de parler de l'esprit décisif du Mali, en rappelant déjà qu'aujourd'hui, le collectif pour la défense des militaires, ainsi que des représentants d'autres organisations de la société civile ont donc décidé de porter également leur voix à celle du gouvernement de la transition pour encore porter un peu plus haut ces différentes accusations faites justement par ces accusations, autant pour moi, faites à la France pour donc comploter avec les terroristes pour donc déstabiliser le Mali. C'est une façon de dire que ce n'est pas seulement une affaire de gouvernement. Il y a également plusieurs associations qui ont décidé aussi, aussi le gouvernement a fait, nous également on se met dans la danse. Exactement, tout le monde est là. Les Maliens aujourd'hui ont compris les enjeux de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Donc tout le monde est derrière cette transition qui ne fait que nous amener de bonnes surprises en bonnes surprises. La transition, ne nous y trompons pas, est très très bien soutenue au Mali et heureusement aussi à For You. Et voilà, et d'ailleurs nos dirigeants vous remercient beaucoup. Merci. De tous les efforts que vous fournissez. Nous avons eu l'honneur de recevoir votre équipe là-bas, Bachir, les Maniela Siké là-bas. Mais dans tout ça, ma soeur Linda, il y a une question fondamentale qui se pose, les partis politiques. Voilà. Les partis politiques maliens n'ont pas entendu se communiquer. Les partis politiques maliens qui prétendent diriger le Mali n'ont pas entendu que le Mali a porté plainte
à l'ONU contre la France. Pire encore, les religieux maliens, silence radio. Ils n'ont pas entendu que l'État malien a accusé officiellement avec preuve l'État français d'être un terroriste sur son territoire, de provoquer des attentats, de planifier la déstabilisation du Mali, de violer son espace aérien, à travers même de violer les règles de l'ONU. Donc, et c'est hors la loi là, n'ont pas été, ça dit que l'État n'a pas été soutenu par les partis politiques. Et la jeunesse d'aujourd'hui retient ça. Ça se discute sur tous les plateaux. Ni les religieux, ni les partis politiques. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et que le pays soit dans une difficulté pareille et ne même pas faire un petit communiqué pour appuyer l'État malien. Nous voyons, lorsque Emmanuel Macron s'en prend, ou avec son gouvernement, ils s'en prennent à nos autorités, qu'est-ce que les Français font? Qu'est-ce que les députés font? Qu'est-ce que les ministres font? Ils sortent à tour de rôle, soutenir Macron contre nous, et aussi les députés, même ceux qui sont soi-disant dans l'opposition et autres, ils se donnent la main contre le peuple malien, contre l'État malien. Mais nos politiciens qui ont été lobotomisés par la France, qui pensent qu'ils peuvent encore prendre le pouvoir à travers la France, n'ont qu'à se détromper. Ça, ce n'est pas possible. Alors, je vais un peu vous surprendre, Amina Fofana. Il y a une certaine opinion qui pense même que du côté du Mali, il n'y a pas d'opposition. Juste peut-être quand il faudra, quand viendra le moment par exemple des élections, cela on verra cette opposition dans notre genre, alors que c'est maintenant qu'on doit voir l'opposition également s'allier au gouvernement. L'opposition devrait également mettre du sien dans tout ce qui se fait aujourd'hui pour libérer le Mali. Même quand il y a les tueries, ils ne condamnent pas. Voilà. Exactement comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme des gens comme Macky Sall qui viennent pour qu'on libère des mercenaires ivoiriens, qui viennent pour qu'on puisse aller redynamiser son port esclavagiste. Donc les partis politiques, la jeunesse malienne les regarde, les leaders religieux, on les regarde. L'avenir nous appartient, à nous, jeunesse malienne, à nous, jeunesse africaine consciente. L'avenir nous appartient. Demain après-demain, ils n'auront pas d'argument pour gagner les élections, ça c'est clair. Voilà. Parce que nous avons la situation en main, quand le Mali souffre, puisque c'est la France qui fait souffrir le Mali et qu'il compte prendre le pouvoir à travers la France, il la ferme, il ne parle pas. Et ça dit qu'ils veulent, eux ils sont dans la France-Afrique. Ça fait 30 ans que ce système macabre a été instauré partout. La démocratie en 92, avec l'avènement de la fameuse démocratie. Donc ça fait 30 ans que ces gens-là ont bossé pour la France contre le peuple malien. On les a dévisagés, on les a combattus, on les a mis de côté. Donc aujourd'hui, moi je pense que tout le monde devrait se donner la main pour rester derrière l'État malien, parce que la bataille, on est en train de remporter des batailles, mais la bataille finale, la guerre finale va se faire à Kidal. C'est à Kidal qu'on va l'emporter. Donc, ceux qui ne sont pas en train d'aider l'État malien aujourd'hui, écoutez, on a noté, on est au courant, on les dénonce et on ne votera jamais pour eux. Donc, tous les militaires qui sont dans ce gouvernement sont de vrais hommes, de vrais patriotes qui ne pensent qu'au bien du peuple malien. D'ailleurs, ils vont au-delà de nos espérances. Donc, nous les saluons, nous les remercions. Ils sont un exemple, ils sont une référence applicable au Burkina. Le cas malien est applicable en Côte d'Ivoire, le cas malien est applicable au Niger, le cas malien est applicable au Sénégal, parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont toujours vécu dans la trahison pour pouvoir rehausser l'image de la France et maintenir les autres peuples et même leur propre peuple dans l'esclavage. C'est ce que les présidents ivoiriens, oui, c'était leur rôle. D'ailleurs, à la guerre d'Algérie, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont aidé la France avec d'autres pays contre l'Algérie, tandis que le Cameroun et le Mali et d'autres pays ont aidé l'Algérie contre la France.
Donc, ne nous y trompons pas. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Mais aujourd'hui, on ne peut plus cacher la France-Afrique et son côté sordide, son côté machiavélique, ça fait à travers des dirigeants nauséabonds qui n'ont aucune honte de venir s'agiter, de venir s'arrêter pour parler. Moi, je pense que ça n'a plus d'avenir. Au plus, d'ici 5 ans, je pense que les Africains eux-mêmes feront le nettoyage parce qu'il s'agit de notre survie. Si on ne prend pas nos décisions, si on ne prend pas nos responsabilités, contre ces présidents voyous qui sont installés, ces imposteurs de la France, ces vigiles, pas vigiles, je ne sais même pas comment les qualifier, ces esclaves de la France à la tête de nos États, ça veut dire que l'Afrique n'est pas encore tirée d'affaire, mais le peuple africain que je vois aujourd'hui est plus que déterminé à en finir avec ces histoires. Alors, nous allons passer au deuxième point, qui est bien sûr la rencontre entre le colonel Damiba, mais avec le colonel Assimi Goïta également. Il y a eu une rencontre malgré tout ce qui s'est passé. Et donc, finalement, nous savons, le colonel Assimi Goïta, c'est d'abord un monsieur de paix. Et donc, beaucoup se seront attendus à ce que peut-être il décline cette rencontre, mais il ne l'a pas fait. Et il a plutôt reçu son homologue, son frère, comme lui-même il a fait savoir. Bien sûr. Parce que c'est vrai que Damiba, c'est un frère, le peuple burkinabé. Tous les peuples africains sont des peuples frères. Mais là où l'Occident, surtout la France, plante ses graines, les frères, des guerres fratricides se dessinent entre les pays frères. Donc, Damiba est venu normalement dans le fond, premièrement, parce que lui et Bazoum ont fait une déclaration pour dire que le Mali doit retourner dans leur G4 pour en faire le G5. Mais ils savent bien que ce n'est pas le G4, maintenant c'est le G5 parce que c'est le G5 plus 1. La France est là, mais fait comme si elle n'était pas là. Donc là où le peuple malien, là où l'État malien s'est débarrassé de cette armée criminelle terroriste nazie qui est Barkhane et Takuba, qui était au Mali, continue, c'est-à-dire d'aller, cette armée nazie qui continue à aller au Niger, qui fait tout pour rentrer au Burkina Faso, est derrière cette initiative même du G5 Sahel. Donc, quand la France est dedans, comment le Mali va retourner? Le Mali a déjà pris ses responsabilités. Le Mali ne travaillera plus jamais avec la France. Ça, c'est clair. Le Mali ne sera plus jamais soumis. C'est même pas travailler, c'est soumis. Le Mali ne sera plus jamais soumis ni à la France, ni à aucun État impérialiste dans ce monde. Parce que n'oublions pas que ce sont des nègres, c'est-à-dire ce sont des... comment ils s'appellent? Des colons noirs que nous avons à la tête de nos États. Donc, Damiba, en venant, savait déjà que cette question ne sera pas résolue. Mais bien évidemment qu'il est préoccupé par la question sécuritaire en ce qui concerne le terrorisme. Donc, Damiba, c'est le ministre des Affaires nigérien, celui qui boite là, qui est parti avec Jean-Yves Le Drian, en France, qui est parti là-bas pour faire une conférence de presse, condamner le Mali, insulter le Mali, traiter notre patriotisme de frélaté, qui voulait venir ici, à Bamako, qui voulait aller à Bamako pour aller parler avec le président Assimi. Le président Assimi, le digne président patriote Assimi Goïta, ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Il n'a pas eu le culot, ce ministre, soi-disant ministre des Affaires étrangères. Pourtant, il est d'origine malienne. Il n'a pas eu le culot de venir. Donc, Damiba, quoi qu'il en soit aujourd'hui, il sait très bien que le Mali ne fera pas. On ne va pas faire un pas en avant, voilà, et faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Ça, c'est impossible. En plus, Damiba, comme c'est dans le contexte des actualités aussi, Damiba, il a quand même plaidé pour qu'on libère les soldats ivoiriens. C'est un président du Burkina Faso. C'est tout à moi, je ne condamne pas cette action. Mais notre président et son gouvernement, le CNT, nous n'avons d'ordre à recevoir de personne. De personnes, ni des impérialistes, ni des autoproclamés médiateurs, des gens comme Macky Sall, ni des autoproclamés médiateurs de d'autres qualités, notamment des religieux qui se réunissent pour venir supplier par-ci, par-là, dans un conflit où une partie a tort, et vous venez supplier la partie qui a raison de libérer. Or,
si l'affaire avait réussi, c'est le Mali qui allait disparaître à jamais. Donc ça veut dire que cette histoire de demander pardon là, vraiment on n'en est pas là parce qu'ils sont entre les mains de la justice. Mais pourquoi les 3 femmes ont été libérées? C'est dans un cadre humanitaire, puisque le médiateur officiel, pas les autoproclamés qui travaillent pour Ouattara et pour la France, c'est le médiateur officiel, c'est vrai, c'est Faure Gnassingbé, à travers la grande diplomatie de son ministre des Affaires étrangères, qui est reconnu officiellement. Donc ces femmes-là, ces 3 femmes-là, tenez-vous bien sur leur passeport, c'était écrit étudiante, coiffeuse, vendeuse. Or, imaginez vous laisser des gens comme ça, c'est un cache-misère. Des gens comme ça infiltrer le pays, il y en a eu 7. C'est Ouattara lui-même qui a dit qu'il y a eu 7 rotations de ce genre. Donc le Mali ne va pas laisser ces gens-là comme ça. Non. Et puis en plus, il y a Ouattara qui doit s'engager. D'ailleurs, il s'est engagé à demander pardon. Il s'est engagé à ne plus déstabiliser le Mali. Il s'est engagé. On sait qu'il n'a pas de parole. Celui qui l'a dit, Alassane Dramane Ouattara est un menteur, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été formel, Laurent Gbagbo a été clair. Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Donc, il n'a aucune parole. Maintenant, nous, on ne va pas croire à ses propos pour pouvoir libérer les 46 autres qui restent. Non, ça n'arrivera pas. Vous vous rappelez bien, vous vous souvenez bien que Ouattara a été pris la main dans le sac avec un ex-ministre de l'économie du Mali qui est aussi ex-ministre, Boubou Cissé, ex-premier ministre, en train de dénigrer le Mali. Quand ils ont mis l'embargo inhumain, illégal, injuste et comment on appelle non, c'est inhumain, illégal, injuste et le 4e terme, ça m'échappe. Peut-être insensé. Bon, c'est tout ça, illégitime, c'est ça, illégitime. Donc, il n'a aucune légitimité. Donc, quand ils ont pris ça, Ouattara, il était très content et on a vu que c'est lui qui était à la manœuvre. Donc, ça, c'est œuvré pour déstabiliser le Mali. Donc, lorsque le dit président patriote Assimi Goïta lui demande de s'engager à ne plus déstabiliser le Mali, ça ne veut pas dire que ça doit être des propos. Ça nécessite des actes. Ça veut dire quoi? Vos 36 mercenaires, vos 46, maintenant, non, on a rendu les 3. Voilà. Donc, vos 46 mercenaires seront échangés petit à petit contre les politiciens que Ouattara abrite. Vous voyez bien que Blaise habite là-bas. Donc, il abrite Blaise Compaoré aussi. Celui qui a tué Thomas Sankara. Celui qui a déstabilisé le Burkina Faso. Celui qui a organisé même le terrorisme dans la sous-région. C'est Ouattara qui le protège. Donc, la France-Afrique, c'est un système vraiment qu'il faut combattre de notre terre. Et en plus, vous avez vu qu'il y a un homme qui je ne vais même pas prononcer son nom ici, tellement il ne le mérite pas, qui s'est fait autoproclamé président du Mali chez Ouattara. Il a fallu que la grande dame panafricaine, Madame Simone Gbagbo, que je salue ici, sorte pour faire une vidéo spéciale adressée au président Ouattara pour qu'il arrête, pour qu'il fasse semblant d'arrêter cet usurpateur qui prétend diriger la transition étant en Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là, les 46, on ne peut pas les libérer comme ça. Ils ont été pris en flagrant délit et ils ont parlé. Nous savons, d'ailleurs, ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Oui, tout à fait. On le sait déjà, on le sait parce que même quand cette histoire est entrée dans des enquêtes, il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties, comme quoi ce ne sont pas tous des Ivoiriens. On a même cité certains pays. Libéria, Togo même. Ghana et autres. Voilà. Le Togo, non. Il n'y a pas de Togolais là-dedans. C'est-à-dire que le Libéria, un jour, la question de George Weah doit se poser sur la table. Parce que George Weah est impliqué dans la déstabilisation des pays africains. Ce pays-là, le Mali lui a fait quoi? Tout comme le Mali, les Africains ont fait quoi à ses dirigeants? Rien. Quand vous voyez tout, même du temps d'Ibeka, ceux qui sont venus pour tirer sur nous là, il y avait des Libériens là, parmi eux, il y avait des Guinéens, il y avait, parce qu'Alpha Condé avait décidé de donner un coup de main à Ibeka, sauf que le peuple l'a emporté, la colère du peuple l'a emporté, la détermination du peuple, on ne peut pas s'arrêter devant, on ne peut pas arrêter un peuple qui dit non, c'est pas possible. Donc quand un peuple fait corps,
l'impérialisme ne peut que trembler. Donc il y avait des Ivoiriens parmi eux, des Libériens et puis des Ghanéens qui ont ouvert le feu sur les gens. Donc cette question de George Weah, vraiment je pense qu'on ne peut pas les libérer comme ça. Il y a trop de secrets en dessous. Et dans l'affaire des 49 mercenaires, il y a Macky Sall qui est impliqué. Oui. À travers la SAS, Sahel Aviation Service. Et maintenant, il faut qu'on nous dise où sont passés les 7 autres contingents, puisque quand Ouattara ouvre sa bouche, il dit tout. Dieu merci. Donc, il faut qu'il nous indique où sont passés, parce que à ce jour, il y a eu au moins 27 coups d'État, tentatives de coups d'État ratés contre le digne président patriote Assimi Goïta. Donc, ces mercenaires-là, ils sont où? Il va falloir que Ouattara, le Mali ne va pas se contenter de belles paroles. Oui. On a vu son directeur de cabinet sortir lire un discours. Nous, on n'est pas dans le discours. On est dans le concret. Il va arrêter cette déstabilisation. Il y sera obligé à 89 ans ou bien à 85 ans. Voilà un vieux qui a une jambe dans la tombe, qui jure d'amener l'Afrique avant lui-même, l'Afrique dans sa tombe avant qu'il ne meure. Et ça, c'est un rêve qui n'aboutira pas. Donc Ouattara a perdu. Ces 46 mercenaires resteront emprisonnés jusqu'à ce que les déstabilisateurs du Mali, y compris le fils du président, du défunt président Ibeka, Karim Keïta, qui est là-bas, Tchema Iber Koulibaly, un ancien ministre aussi. Voilà, donc tous ces politiciens-là qui agressent le Mali, Ouattara qui agresse le Mali à travers eux, donc il va falloir qu'il les envoie petit à petit. Donc sinon, il n'aura pas... Mais c'est un deal. D'accord. C'est un deal. Alors, pour sortir peut-être en 2 minutes dans cette partie du Mali, avant de retrouver Paulila, pour qu'on évoque un temps soit peu le grand événement, le Pan-African Awards. Alors, je voudrais savoir, Amina Fofana, est-ce qu'on ne peut pas se dire que cette libération des 3 soldats, c'est aussi une façon... Mercenaires. Oui, enfin, c'est aussi une façon pour... le gouvernement ivoirien de faire un peu dans, peut-être pas la dissuasion, mais de faire croire qu'ils sont compatissants. Ils se disent peut-être que voilà, on est en train de négocier, on préfère aller parler, on s'engage à faire ci, pour un peu essayer de baisser la pression. Qui? Ouattara. Ouattara n'a pas les cartes en main. Oui, je sais, je comprends, mais je vais dire... Il n'a aucune... Oui. Je le dis parce que, selon les différents émissaires, ils ont dit on s'engage à faire... Est-ce que ces engagements qui sont dits, ce n'est pas des engagements qui veulent faire baisser un tant soit peu la tension? Est-ce que les engagements sont sincères? Mais c'est ce que j'ai dit, on est dans le concret. Oui. Vous avez des mercenaires qui étaient venus pour perpétrer un coup d'État. Vous avez un avion dans lequel il y a 49 mercenaires. Un autre avion qui est avec des armements de guerre, des armes lourdes. Vous entrez dans un pays où vous n'avez pas averti les autorités de ce pays. Vous êtes en infraction. Donc, ça s'appelle des mercenaires. Ce ne sont pas des soldats ivoiriens. Ça s'appelle des mercenaires. Donc, comment le Mali, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce que j'ai dit, que nous, on n'est pas dans le discours. Nous, on est dans les actions, on est dans les actes, dans des faits concrets. Ouattara sera obligé, mordicus, de nous envoyer les déstabilisateurs maliens qu'il abrite, qu'il chouchoute là-bas contre le Mali, dans le but de continuer le sale boulot qu'il est en train d'effectuer pour la France, contre toute la sous-région. Moi, je vous dis que ces présidents-là ne sont pas des terroristes, ce sont des mercenaires eux-mêmes, des Wagner, ce sont des mercenaires. Un mercenaire, c'est quoi? C'est celui qui prend l'argent pour accomplir avec les armes. Voilà, pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ça le mercenariat. Ça veut dire que ces chefs d'État-là, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, ce sont des mercenaires au service de l'Occident, terroristes. Donc c'est le terroriste qui envoie ces mercenaires gouverner dans nos pays. Mais en vérité aussi, en parallèle, je vais juste expliquer que les ambassadeurs de France dans nos pays sont les premiers présidents et que ces mercenaires-là
obéissent à Macron et aux représentants de Macron. Donc, quand on entre dans un pays, dans ces conditions-là, on ne peut pas se faire appeler autrement que par mercenaires. Notre État même nous a dit de mettre balle à terre. Vous avez vu que c'est pour ça que moi, je n'en parle pas beaucoup, mais il est temps que Watner, le chef de Watner, comprenne très bien que cette fois-ci, comme il n'a pas de parole, il va mourir sans parole, mais ça sera, le Mali sera un os dans sa gorge qu'il ne pourra jamais avaler. Il va recracher ce morceau. Il sera obligé de respecter ses engagements et ce n'est pas une faiblesse de la part de nos autorités maliennes, de notre digne autorité du Mali. C'est plutôt un geste humanitaire, un geste de bonne foi, de bonne volonté pour montrer à toute l'Afrique que ce n'est pas le Mali qui est contre Ouattara, mais plutôt le Mali est dans une bonne voie et a la volonté de continuer, de poursuivre les négociations. Donc les paroles, les propos de Ouattara ne suffiront pas. Non, il va falloir que Ouattara rapatrie les apatrides qu'il abrite là-bas contre le Mali. Ceux sur qui, là, il compte renverser le président, il compte tuer le digne président patriote Assimi Goïta pour les faire remplacer par des voyous qu'il abrite. C'est de cela qu'il est question. Cette fois-ci, il sera obligé de nous les renvoyer. Sinon, ces mercenaires, on va les garder. Merci, Amina Fofana. Alors, Paul est là samedi prochain. Les panafricains, du moins une partie des panafricains vont donc se réunir à l'hôtel La Falaise de Bounanjo pour donc déjà donner les prémices de la deuxième édition justement de ce grand mouvement qui donne l'opportunité aux Africains mais également aux panafricains de mieux maîtriser l'histoire du continent africain. Pas que, parce qu'on le sait aussi, quand on maîtrise l'histoire, on ne peut pas seulement parler tous les jours. C'est un événement ouvert comment je vais appeler ça, à la promotion africaine. Exactement. Ouvert également à l'intelligence africaine, ouvert aussi à la culture africaine. Absolument. C'est ce qui se passera. Mais déjà, il y a une grande conférence de presse samedi prochain. Voilà, absolument. Alors, en prélude du grand événement donc de décembre, la deuxième édition donc des Pan African Awards, faut-il le rappeler, qui se tiendra cette fois-ci de façon inédite en 2 volets. La dernière fois, on avait juste la soirée de remise des prix. Rappelons à tous ceux qui nous écoutent, et c'est un rappel qui va être fait constamment pour que les gens situent bien le contexte. Les Pan African Awards, bien au-delà des aspects festifs, visent à fédérer justement toutes les âmes de bonne volonté, toutes les compétences, tous les guerriers et guerrières du continent et du monde afro-descendant qui justement travaillent d'arrache-pied pour rendre à l'Afrique et au peuple des afro-descendants leurs lettres de noblesse. Et donc, on aura 2 principales articulations, à savoir une semaine panafricaine du 10 au 15 décembre à la maison du parti de Bounanjo, du Fête de l'espace et de l'esplanade, justement, que confère ce lieu-là, où il y aura un certain nombre d'expositions, de stands d'exposition exclusivement de produits et services 100% africains. Ce sera donc l'occasion, vous l'avez dit, de faire la promotion justement de notre culture, parce qu'on ne parle pas de panafricanisme si on ne parle pas de réappropriation culturelle, si on ne parle pas de restauration de la vérité historique, si on ne parle pas de la mutualisation justement des forces et des efforts et des compétences justement africaines. Et on attend plus de 40 000 personnes durant cette semaine panafricaine-là, qui est en réalité une foire, une semaine culturelle, mais également de tout ce qui va constituer des conférences, parce qu'il y aura des conférences sur des thématiques diverses et variées, avec des intervenants d'ici et d'ailleurs qu'on connaît, et tout cela pour rendre justement, redonner à l'Afrique justement cette lettre de noblesse-là, autour des aspects économiques, par le renforcement de la consommation locale, parce que c'est un principe qui va primer pendant la semaine panafricaine, et par l'édification des uns et des autres au travers de thématiques diverses qui varieront entre le contentieux historique et la diplomatie africaine, en passant par l'économie, la souveraineté politique et économique, le franc CFA, ainsi de suite. On a un certain nombre d'intervenants connus et reconnus qui seront là, comme Nicolas Gbou, qui sera présent, qui va tenir une conférence
par exemple sur le franc CFA et sur tous les impacts sur les pays africains qui l'utilisent. On aura des gens connus comme Bandakani, on aura Omotunde Kalala qui sera là, on aura un certain nombre de personnalités, voilà, comme le professeur Jean-Emmanuel Pondy, Mbombok Bogbasson, le professeur Charles Binam. Donc il y aura vraiment des gens qui viendront de partout, Jules Esmeralda qu'on connaît déjà, et d'autres surprises, parce qu'on ne peut pas tout dire là maintenant. On donne les grandes lignes pour ceux qui ont confirmé, mais beaucoup d'autres personnes que vous connaissez très bien seront là et vont répondre présent. C'est vraiment la célébration de l'Afrique, de ses enfants, de ses filles et fils. Et on a donc le vendredi 16 décembre, la soirée, l'apothéose, on va dire, pour célébrer ce continent-là, pour célébrer ce peuple africain et afro-descendant qui a trop longtemps été martyrisé et menti et spolié, et nous nous remettons ensemble à nouveau, nous travaillons pour rendre justement cette solidarité pour tous ceux qui combattent pour la dignité du peuple. Et le vendredi 16 décembre, c'est donc la grande soirée de remise des prix, mais de célébration, de témoignages, avec évidemment des actions et des interprétations artistiques. Mais ce sera vraiment le moment, on va dire, le moment crucial pour célébrer, pour clôturer donc en beauté ce grand événement-là. Merci beaucoup à vous, Paulila, pour votre... Moi, je remercie Amina Fofana. Je ne saurais quitter ce plateau sans le dire, qui nous fait l'honneur de venir. Elle l'a dit tout à l'heure, à l'invitation du mouvement African Revival, mais en réalité, une invitation à notre initiative qui n'est que le reflet des aspirations des Camerounais qui l'aiment, qui la soutiennent, et qui elle a reçu, elle a tous les noms, hein. Elle a la lionne d'Afrique, l'Amazone, la tigresse, voilà. Donc je suis le premier reconnaissant qu'elle l'ait accepté, elle n'était pas obligée, mais comme elle-même, elle aime à le dire et le dira encore souvent, le Cameroun fait partie de ces terres d'adoption, et nous sommes très contents. On a toute une série d'événements, entre autres la conférence, je rappelle rapidement que la conférence j'ai failli oublier, de samedi donc, c'est samedi le 10 septembre, à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, à la salle Moncam, et ça commence à 11 h, au prix d'entrée de 15 000 francs. Et l'objectif, c'est vraiment de venir autour de notre lionne africaine, Amina Fofana, qui a un message justement pour les Africains, et ce serait bien qu'on soit vraiment nombreux. Et voilà, on aura l'intervention en visio de Nathalie Yamb, qui a confirmé qu'elle va faire cette intervention-là. Et il faut venir nombreux. D'ailleurs, la diplomatie, les représentants de l'ambassade et du consulat général du Mali seront fortement présents. L'ambassade du Mali sera fortement représentée. Il y aura une forte communauté. On salue également le Bombok Mbok Guillaume, qui va venir avec un ensemble de traditionnalistes, de chefs traditionnels. Donc ce sera un très grand moment le samedi 10 septembre à l'hôtel La Falaise de Bonanja, à la salle Moncam. Et la conférence, c'est sur la thématique souveraineté économique et politique des États. Le Mali parle à l'Afrique. Vous êtes attendus nombreux. Et c'est vrai que le Mali parle véritablement à l'Afrique depuis... Exactement. Depuis quelque temps déjà. L'avenir de la liberté et de la dignité du continent se joue actuellement au Mali. Et l'horloge de la liberté du continent tourne actuellement au Mali. Au Mali. Voilà. Merci beaucoup, Amina Fofana. Merci Linda. Merci Paul. Merci Linda. Ok, merci à Forum Média. Merci beaucoup. Et c'est sur ce que nous mettons en stop et fin à cette édition, le point sur l'actualité au format réduit, mais ça valait quand même la peine. On pouvait ne pas faire cette émission aujourd'hui quand même avec... Ça ne valait pas quand même la peine, c'était essentiel. Oui, c'était vraiment essentiel. Merci. Et je dois rappeler quand même, il faut le dire, parce que c'est important de le dire, c'est un honneur que Amina fait à For You, parce que elle a une série d'interventions sur au moins 5 ou 6 chaînes de télévision diverses et radio, mais elle a choisi de commencer par For You Media. Alors là, si ce n'est pas un signe de considération, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, stop et fin de cette édition du point sur l'actualité. Vous avez été très nombreux à nous suivre, hein, chers téléspectateurs. Bien des choses à vous. Le rendez-vous est donc pris pour demain dans le cadre de l'info à chaud.